En région parisienne. Chaque semaine, les chiffres de mobilisation le montrent. La mobilisation faiblit. Est-ce que c'est la fin du combat pour vous ? Bah écoutez, on laisse tous ceux qui nous annoncent la fin du mouvement depuis maintenant près de 3 semaines continuer à annoncer la fin du mouvement. En réalité, la contestation, elle continue. On voit une multitude d'actions, de blocages, de manifestations, de journées de grève. Et puis on cherche aussi à trouver des nouvelles modalités de lutte, notamment la perspective d'une manifestation nationale dont on a bien besoin. Voilà, c'est-à-dire de se retrouver tous et toutes le même jour, à la même heure, à Paris. Je pense qu'on a déjà fait un maximum de manifestations. On pouvait être par exemple plus d'1,5 million dans toute la France. Visiblement, M. Macron, il s'en accommode pas mal. Donc là maintenant, la question est posée à l'ensemble des organisations syndicales, politiques, aux collectifs de grévistes, aux assemblées, aux différentes coordinations, de se fédérer tous et toutes pour monter, remplir des trains, des cars, des bus et saturer les rues de Paris de manifestants. Ça redonnerait du courage à ceux qui sont mobilisés depuis le 5 décembre. Et puis ça donnerait du courage tout court aussi à ceux qui, depuis le début, sont opposés à ce projet de loi, mais se posent la question d'y aller. Et si on réussit une manifestation de ce type-là, ce serait peut-être l'occasion de réussir à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire en réalité il y a à peu près un mois, c'est-à-dire une généralisation de la grève. Et nous, on part de l'idée qu'en effet, une vraie grève générale, en 2-3 jours, on les plie, on les termine, on prend le projet de loi et on l'emmène à la poubelle, surtout dans le cadre du débat parlementaire, puisque visiblement, le gouvernement est en train de s'en mêler les pinceaux lui-même. Comme vous le dites, ça n'a pas marché, cette généralisation de la grève il y a un mois. Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui, selon vous, que ça pourrait marcher ? Bah écoutez, ce qu'on note, c'est que pour les salariés de la RATP, de la SNCF notamment, qui étaient partis depuis le 5 décembre, il y a un moment, il a fallu reprendre le travail, en tous les cas, sur la grève reconductible quotidienne, mais on reste mobilisé, y compris sur les journées de grève comme celle-ci. Là, je suis au dépôt Béliard de la RATP. Aujourd'hui, il y a toujours grève. Depuis, il y a des secteurs qui se mobilisent. On voit ce qui se passe dans les facs, on voit avec les lycéens, on voit aussi avec les avocats, on a vu avec les pompiers, on voit avec les déchetteries. Bref, la question, elle est toujours là. Ça va être au gouvernement d'expliquer, lui qui a dit sur tous les tons qu'il s'agissait qu'une mobilisation des régimes spéciaux qui concernaient la RATP et la SNCF. Pourquoi, comme vous l'avez sous-titré, depuis plus de 2 mois ça dure? Bah ouais, ça fait plus de 2 mois que ça dure et on n'est pas prêt de s'arrêter. On ira jusqu'au bout. Notre détermination, elle reste intacte, d'autant que, comme je le disais, le gouvernement aujourd'hui, il est en train, et Emmanuel Macron au premier plan, d'inquiéter son propre milieu, son propre camp. Le message du Conseil d'État, il n'est pas anodin. Même le Conseil d'État, il est comme nous, il est comme l'opinion, il comprend pas le projet de loi. Il y a le MEDEF qui le désavoue en partie. Il y a son groupe parlementaire qui est en train de partir en vrille. Bref, nous, ça nous redonne beaucoup d'espoir parce que si les difficultés s'accumulent au sommet de l'État et que la contestation perdure, alors oui, on gagnera. En tous les cas, pour nous, ça reste la question qui est toujours posée. Cette bataille contre le projet de réforme des retraites, elle se joue aussi aujourd'hui, vous le savez, à l'Assemblée nationale. Ce sont 22 000 amendements qui ont été déposés, des amendements qui doivent être examinés d'ici mercredi. Pour vous, le plus efficace aujourd'hui pour lutter contre ce projet, c'est quoi? Ce qu'il se passe dans la rue ou ce qui se passe au sein même des institutions? Bah, écoutez, vous avez noté que moi j'étais pas au Parlement, donc je peux pas voir exactement ce qui s'y passe, mais je sais qu'il y a des députés qui mènent la bataille, en effet, pour relayer la mobilisation sociale, sans trop d'illusions, puisque de toute façon, au final, on sait bien qu'Emmanuel Macron, il serait même capable d'envisager un 49-3, par exemple. On lui souhaite là aussi bien du courage, parce qu'on sait ce qu'il avait coûté à Manuel Valls à l'époque, au moment de la loi travail, et à François Hollande. Ils avaient signé finalement leur arrêt de mort politique. Donc en réalité, il peut aussi choisir ce choix kamikaze au niveau politique. C'est son problème. Emmanuel Macron, il comptait peut-être être le plus grand fossoyeur des droits sociaux de l'histoire. Pour l'instant, c'est le plus grand fossoyeur de son propre avenir politique qu'il est en train de jouer. Donc lui, de toute façon, il a perdu. Maintenant, on n'a pas gagné, comme vous le disiez. Et pour répondre clairement à votre question, je pense que la meilleure motion de censure qu'on puisse opposer au gouvernement, ça va être dans la rue. C'est pour ça qu'on a besoin de cette manifestation nationale. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Il faut prendre le temps de l'organiser. Soit, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pars de l'idée que si on a 1 million dans les rues de Paris, ça va redonner du baume au cœur à tous ceux et toutes celles qui se mobilisent. Et croyez-moi, on a un paquet dans ce pays. Olivier Besancenot, une question que j'aimerais vous poser sur toute autre chose. C'est une étude qui vient d'être publiée, étude de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, selon laquelle les politiques mises en place par Emmanuel Macron favoriseraient les plus aisés, les plus riches. Selon cette étude, par exemple, les 5% de Français les plus pauvres devraient voir leur niveau de vie se réduire. Qu'est-ce que vous pensez de cette étude? Est-ce qu'elle confirme en quelque sorte ce que vous dénoncez?
Oui, elle confirme évidemment ce qu'on pense et ce qu'une majorité de l'opinion pense. C'est un secret de polichinelle. Macron, c'est Robin des Bois à l'envers, tout le monde l'a vu. Il a choyé les plus riches, il a détaxé les lingots d'or, les yachts, pendant qu'il grattait des APL, pendant qu'il grattait sur les retraites des plus pauvres. Donc ça, évidemment, c'est la situation actuelle. Cette société française dont on a cherché à nous faire croire qu'elle était pauvre, alors que 0,001% de la population détient 30% du PIB. Voilà, donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait répartir les richesses de manière égalitaire, contrairement à ce que fait ce gouvernement, c'est-à-dire faire du Robin des Bois, mais cette fois-ci à l'endroit. Et c'est d'ailleurs le cœur du sujet des retraites, parce qu'en réalité, depuis 1993, avec les premières réformes Balladur, c'est pas simplement l'augmentation de la durée de travail qui a été posée sur la table, ça a été aussi le fait que les pensions de la majorité de la population diminuent, et elles n'ont de cesse de diminuer depuis 1993. Et si on laisse passer ce projet de loi, les pensions du public comme du privé vont encore diminuer. On le dit et on le répète, si vous comptabilisez votre retraite sur toute votre durée de travail et pas simplement sur les meilleures années à taux constant, alors évidemment vous allez perdre. Et d'ailleurs, je me trompe moi-même quand je dis à taux constant, puisqu'on nous avait annoncé dans le projet de loi que ça se ferait avec un plafond en gros à 14% du PIB. Or même les Échos qui sont pas particulièrement classés dans la presse anticapitaliste, explique qu'en réalité, ça va même pas être à taux constant, ça sera probablement à 13,05% du PIB. C'est-à-dire qu'en fait, la part du PIB consacrée aux retraités, alors qu'on nous dit qu'ils seront plus nombreux par rapport aux actifs, elle va diminuer. Donc il n'y a pas besoin d'être grand clair pour capter qu'avec tout ça, on va perdre beaucoup d'argent. Donc moi, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Il y en a encore qui pensent que peut-être que pour eux, évidemment, la question des retraites, c'est loin. Mais il y a aussi des jeunes qui se mobilisent aujourd'hui parce que c'est un vrai choix de société. Si vous avez des retraites de merde, alors vous serez obligé de faire appel aux assureurs, aux fonds de pension qui attendent ça depuis des années. Je le dis, je le répète, j'arrête pas de me répéter sur cette question-là, mais le budget de la protection sociale, c'est beaucoup d'argent en jeu, énormément d'argent en jeu, et il faut arrêter de regarder sa fiche de paye qu'en bas à droite dans la case salaire net, c'est-à-dire ce qu'on touche concrètement et qui revient dans notre poche. Il y a aussi le salaire socialisé, le salaire brut, et ce salaire socialisé, ce salaire brut, nos cotisations sociales, c'est ce qui nous permet de nous protéger en cas d'accident dans la vie, en cas de maladie, en cas de retraite, en cas de chômage, sur les questions de logement. Donc cette case-là, le salaire socialisé, le salaire brut, c'est notre gilet pare-balles dans la vie actuelle qui est particulièrement inégalitaire. Donc il faut la regarder, et c'est cette part-là de notre fiche de paye qu'on défend aussi dans cette mobilisation. C'est bien pour ça que la mobilisation, elle, contrairement au projet de loi, elle est universelle. Merci Olivier Besançon.